Bienvenue au troisième podcast Heart to Heart du Conseil des arts Prescott Russell. Je suis aujourd'hui à l'hôtel Saint-Eugène, ou le Shooter, ou le Windsor, comme on l'appelait dans le temps, chaîne d'hôtels. Je suis joint aujourd'hui de deux invités spéciaux et de Yannick. Encore une fois, pour le dernier podcast, Yannick, il va être parti une fois que le podcast est releasé au mois de novembre. Donc, à ma droite, la toute droite, j'ai M. Simon Roson. Bonjour. Conseiller dans Hawkesbury-Est. Exactement. Ancien propriétaire de l'établissement. Oui. Puis qui a grandi, entre autres, un peu aussi avec l'hôtel. Exactement. Du temps de mon père, elle et moi. Alors, à côté de Simon, j'ai M. Éric Charlebois, auteur, poète, entrepreneur. Quoi d'autre, Éric? Quoi d'autre? C'est trop long, là. C'est trop long. J'en ai trop à dire. C'est très juste. Merci. Mais parle-nous un peu. Tu fais un petit peu de tout. Tu fais la traduction, Oui. tu es entrepreneur. Oui, je fais un peu de tout. Écoute, je suis entrepreneur en communication, donc en création de contenu, en traduction, comme tu le disais, en révision, correction de texte aussi. Également en formation. Entrepreneur, donc, en matière d'atelier, de formation, en matière de cours aussi à prodiguer dans des écoles, auprès des non-écoliers, non-étudiants aussi. Donc, université, collège, école secondaire. Il m'arrive même d'aller dans les écoles primaires et même dans les pénitenciers. Donc, tout ce qui a trait, si tu veux, à la voix, tout ce qui a trait à la communication, à l'expression, mais aussi tout ce qui a trait au leadership et, force est d'admettre, tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat également. Donc, du démarrage à la relève de l'entreprise en passant par sa croissance. Ouais. On a aussi le plaisir d'avoir M. Charlebois comme président du Conseil des arts. Pour l'instant, on va le garder. Puis, justement, à côté d'Éric, on a Yannick, notre étudiant d'été, toujours à la maîtrise en musique classique, en chant classique. Mais j'espère. Peut-être que par le mois de novembre, quand le podcast va sortir, les choses auront changé, mais j'espère pas. Mon but, c'est de terminer ma maîtrise. On va peut-être te réinviter par Skype de McGill. Hey, si on a la chance. Why not? Bon, on va commencer la conversation. Aujourd'hui, le grand thème, si on veut, c'est un peu les bars, les tavernes, leur influence sur les petites communautés, puis sur justement la culture, l'art, puis un peu tout ce qui touche à ça. Je voulais commencer avec une histoire assez incroyable que j'avais jamais entendue, puis je sais pas comment j'ai jamais entendu ça. C'est l'histoire justement de Louis Riel qui est venu à cette taverne ici. Donc Simon, si tu peux me raconter un peu c'est quoi l'histoire, puis on a parlé un petit peu avant, puis je comprends pas comment on n'en parle pas plus dans la région, c'est une histoire qui est phénoménale. Eh bien, moi, j'ai été approché par une demoiselle Lafrance, qu'une journée est venue ici me voir quand j'avais l'hôtel, puis elle m'a présenté cette histoire-là de Louis Riel qui avait couché ici. Puis ça vient du collège Bourgette de Rigaud. Ils ont sorti les infos de là. Puis moi, j'ai fait des petites recherches, puis elle m'a tout expliqué, puis j'avais l'histoire avec moi. C'est que Louis Riel, quelques années avant de mourir, Louis Riel, c'est un des fondateurs de la province du Manitoba. C'était un gars qui a organisé un peu la rébellion. Alors, il était moins bien vu des Anglais puis du gouvernement dans ce temps-là. L'hiver 83-84, il s'est rendu à Ottawa. Il a signé les registres au Parlement. En 1883. Puis de là, avec un cheval, puis un traîneau d'hiver, puis un scout en avant de lui, ils ont parti d'Ottawa pour se rendre à Oka. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas les routes qu'on a aujourd'hui. Là, se sont emmenés sur des chemins de terre, puis dans la forêt, puis ainsi de suite. Puis c'était très froid. Il y a même des bouts là, qui disaient qu'ils couraient en arrière du traîneau, puis ils se tenaient après le traîneau pour se réchauffer. Puis là, il fallait qu'ils couchent en quelque part. Alors, ils ont dit aux scouts, tu vas aller avertir, toi, où est-ce qu'on va coucher. Puis il y avait le village de Saint-Eugène ici. Puis dans ce temps-là, depuis 1860
365, il y avait un petit hôtel qu'on a ici encore, qui était tout petit. Le propriétaire, c'était un monsieur Kennel. Je crois que c'est Alcide Kennel. Fait que le scout est venu voir M. Kennel parce qu'il y avait des Anglais qui venaient au bar, puis du monde qui n'était pas pour Louis Riel, puis ils ont demandé de jouer un scénario comme quoi que Louis Riel était un cousin de longue date qu'il n'avait pas vu, qui venait de l'Ouest, puis de l'accueillir pour qu'il puisse coucher ici. Alors, quand Louis Riel est arrivé, il est rentré, puis là, M. Kennel l'a reçu à bras ouverts, mon cousin, puis on parlait un peu. Puis Louis Riel a couché ici. Puis le lendemain matin, à la base du jour, ils ont reparti en direction d'Oka, en passant par Hudson, sur la rivière des Outaouais, qui était de la glace. Mais là, le scout est revenu les avertir que les Anglais l'attendaient à pied ferme. Alors, ils ont dû détourner leur route. Ils ont traversé la rivière des Outaouais entre Pointe-Fortune et Hudson. Ils ont traversé, se sont rendus au cas. Il est allé voir les Amérindiens qu'il y avait là, qui étaient ses compatriotes aussi. Et de là, il a retourné vers l'ouest pour se rendre au Manitoba, qu'ils l'ont pogné en 85 puis qu'ils l'ont pendu en 85. Fait que Louis Riel a couché ici à l'hôtel Saint-Eugène. Puis moi, à un moment donné, étant conseiller municipal, on a fait une tournée avec Jean-Marc Lalonde, qui était député provincial. On était allé voir la maison McDonald, Williamson McDonald, à Pointe-Fortune, pour voir la borne Québec-Ontario qui est là, qui est encore là. Puis j'avais parlé de cette histoire-là à Jean-Marc. Puis Jean-Marc m'a proposé de... Il dit, c'est beau, c'est de l'histoire, ça, c'est quelque chose. Il dit, on va faire une plaque bronzée pour la mettre à l'hôtel. Mais là, moi, je voulais bien. C'était le fun, là, j'avais hâte. Une affaire, un autre, puis ça n'a jamais arrivé. J'imagine qu'il y aurait encore possibilité de faire ça. Ça serait vraiment quelque chose de beau pour le village. Puis la francophonie, puis Louis Riel qui a couché ici, c'est un attrait touristique, je crois. Alors, c'est pas mal ça, mon histoire de Louis Riel. Ah, mais si je peux juste rajouter vite fait, moi, ben pas moi, mais pour marquer le 100e anniversaire du Canada ou de la Confédération, le compositeur Harry Summers, un compositeur canadien, a composé un opéra, l'opéra Louis Riel, qui est un des grands opéras canadiens, parmi plusieurs. Puis 50 ans plus tard, pour le 150e, le CNA l'a repris. Puis j'étais dans le chœur pour cette performance-là. Mais avoir su qu'il est arrêté à Saint-Eugène, ça aurait été cool d'avoir une scène opératique de Louis Riel à Saint-Eugène. Ça aurait été intéressant. J'avais tous les documents de l'hôtel, moi, des premières années que ça a été construit. La première allonge qu'ils ont faite, qui est ici, dans les années 1903. Je me rappelle un peu de mémoire. Ensuite, l'autre partie qu'ils ont rajoutée... Tu n'étais pas très vieux en 1903, pour vous dire. Non. La partie qu'ils ont rajoutée en arrière dans les années 1940, à cause de le champ d'aviation qu'on avait ici, qui était une école de pilotes pour les gars qui deviendraient pilotes pour la dernière guerre. Alors, ils avaient rajouté ça. Moi, j'avais toute la documentation de ça, puis malheureusement, il y a eu un petit feu chez moi où j'avais mis ça, dans une chaîne, dans des boîtes. Ça a tout brûlé. Mais il y aura encore possibilité pour l'histoire de Louis Riel. Je suis à peu près certain que le collège de Rigaud, le collège Bourgette de Rigaud, a tous les documents encore parce que c'est là que je les ai eus. Puis j'avais la photo de l'hôtel en avant quand elle a été construite dans les années 1903. J'avais tout ça, malheureusement. J'imagine qu'il y en a encore des copies qu'on pourrait se procurer. Oui, il faudrait. Puis si Jean-Marc, t'écoutes notre podcast, on attend la plaque. Hein? On partira pas de l'hôtel jusqu'à temps qu'on l'ait. Ben écoute, je veux pas me hasarder trop loin, mais je suis pas convaincu que ce soit d'une priorité du gouvernement conservateur à l'heure actuelle. Fait qu'écoute, on peut tout de même les aborder avec la chose, mais en même temps, oui, ça serait peut-être une monnaie de rechange là, à l'égard des francophones de la région. Louis Riel, qui était un métis, en passant, et on se permet de le préciser. Louis Riel qui a aussi prêté son nom, entre autres, à une école qui est à Ottawa.
Cela étant dit, Simon, la présence autochtone dans la région, tu sais, c'est toi-même, il y a déjà presque 2 ans, qui me le signalait puis qui me le décrivait. Elle est remarquable. Mais là, quand on apprend que Louis Riel est passé par ici, puis il n'était pas en vacances, là. Moi, je pense que c'est ce qui m'abasourdit dans ton histoire. Il n'était pas venu se reposer, là. Il n'est pas venu à Caledonia Springs, là. Il était carrément en mission, là. C'était très, très sérieux, là. Quand tu dis que les Anglais l'attendaient de pied ferme en plus, je suis pas convaincu qu'il a si bien dormi que ça, mais ça doit pas être à cause des conditions de l'hôtel, ça. Hein? Probablement que non. C'est certainement pas ça. Parce que là, on parle d'un... Ça répète un game changer, comme on dit en bon français. Si ça aurait fait pogner sa rivière tout près d'ici, il se rend peut-être pas jusqu'au Manitoba, maintenant. Exactement. Si son scout ne vient pas l'avertir, qu'il l'attende à pied ferme à Hudson, il est fait à Hudson, lui-là. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont retroussé le chemin puis ont traversé avant, entre Pointe-Fortune et Hudson, qu'ils ont traversé sa rivière des Outaouais puis ils sont venus à bout de se rendre à Oka. C'est des petites choses comme ça que tu penses pas. En arrivant, on s'est dit, on s'en faire quelque chose dans un bar, dans une taverne. Il va peut-être un musicien connu qui est passé par ici ou quelque chose comme ça, mais on s'attendait pas à une histoire aussi vraie. J'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Aussi vraie, puis aussi marquante dans l'histoire, non seulement de la région, mais du pays. Oui, exactement. Je pense que c'est des petits joyaux de même qu'on a un petit peu partout dans la région. Puis qu'on continue non seulement à partager, mais aussi à découvrir. Fait qu'on pourrait peut-être considérer Saint-Eugène village de métissage. Tu sais, ça serait peut-être bien. Saint-Eugène, qui est d'ailleurs un métissage à plusieurs égards, là. C'est un lieu de culture, c'est un lieu de patrimoine très, très important, je me permets de le dire, là. Non seulement pour la région, puis pour les comtés de Prescott et Russell, là, mais pour tout ce qui est entre Montréal et Ottawa. Il y a un super souci de la préservation. Et en même temps, ben, c'est un haut lieu de l'agriculture. Fait que chaque fois qu'on pense métisser agriculture et culture autre, notamment patrimoine, ben, il faut absolument parler de Saint-Eugène. Absolument, absolument. Puis l'histoire de Louis Riel, c'est juste une histoire parmi tant d'autres. Oui. On parlait aussi du champ d'aviation. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on parle souvent de la Deuxième Guerre mondiale du côté européen, mais c'est une réalité aussi canadienne, des fois qu'on oublie de raconter. Puis certainement dans la région, souvent, on ne parle pas des répercussions, puis des répercussions économiques, ça a eu aussi, j'imagine, sur le beurre, ça a dû être plein dans ce temps-là, ça a dû être rempli. C'est à ce moment-là qu'ils ont construit l'annexe ici, puis ils ont agrandi la cuisine. Parce qu'il y avait entre 3000 et 5000 hommes au champ d'aviation. Fait que ces gars-là, là, quand il y avait des passes pour sortir le samedi, il y avait 2 hôtels dans le village, une un peu plus loin au centre du village, puis ici. Fait que quand ils venaient la fin de semaine, ces gars-là s'en venaient à l'hôtel, c'est sûr. Puis il y a eu beaucoup d'histoires qui m'ont été racontées, moi, dans le temps de mon père, des hommes plus vieux qui avaient vécu ça, que des fois, il y avait de la bataille. Puis il y avait un monsieur dans le village, je ne peux pas me rappeler de son nom, j'aimerais peut-être pas le nommer ici, mais je me rappelle d'avoir entendu ça, qu'il y avait un monsieur dans le village, quand l'hôtelier avait un problème, il l'appelait, il venait à l'hôtel, ça a l'air qu'il faisait juste se gourmer. Puis ça tombait, là, comme la tornade venait d'arrêter. Puis il a même sortait avec 2 gars, un en dessous de chaque bras, puis il sortait dehors. C'était sûrement pas une enceinte d'Éric. C'était le bourreau. On rit, mais si on revient au champ d'aviation, mon grand-papa, moi, qui est originaire de Saint-Eugène, c'est-à-dire que ça a été son village d'enfance et son village professionnel aussi. Il était le maître de poste. Ma grand-maman, son épouse, est devenue maîtresse de poste aussi. Mais mon grand-père a été aviateur. Et puis, il a été aviateur au sein des Forces armées. Et puis, il y a fort à parier que c'est parce qu'il y avait le champ d'aviation pas loin. Il y avait la formation qui était possible pour tous ces jeunes hommes-là, à proximité. Fait qu'il y a quand même bon nombre de jeunes hommes enrôlés qui étaient enrôlés au sein de l'aviation des Forces armées canadiennes. Ben justement, on va parler formation. Bon.
Non, mais des fois, c'est des petits moments historiques comme ça qu'on on pense pas nécessairement, mais c'est quoi la prochaine vague, si on veut, de grosses formations qui va s'en venir dans la région? Je sais que tu t'en fais un petit peu côté développement et tout ça. Qu'est-ce qui pourrait transformer justement une région qui est très agricole, mais quel autre domaine, si on veut? Ben écoute, faut pas se leurrer. L'agriculture demeure là, le catalyseur économique de la région. Je pense que selon les dernières données, là, c'est encore tout près de 80%, en fait, moteur économique de la région. Fait que je pense qu'on serait, premièrement, on serait naïf de croire qu'on va supplanter ça, mais surtout, on serait carrément idiot de vouloir supplanter ça. Certainement. À travers le pays, on est reconnu comme étant l'un des 3 greniers les plus importants. OK? Maintenant, ta question, Jocelyn, elle est très bien posée. Et je me permets de te le dire. Hein? Je me permets de te dire quand ça va moins bien, mais quand ça va bien, il faut te féliciter. Qu'est-ce qui pourrait venir se greffer à ça? Ben, j'ai évoqué le phénomène patrimonial tout à l'heure. OK? Mais le patrimoine, peut-être au-delà de la généalogie, comme la généalogie qui n'est pas à négliger, c'est pas ce que je dis là. Okay? La généalogie qui a connu tout un essor depuis une quinzaine d'années, notamment par l'entremise de l'informatique puis de l'informatisation de tout ça, des moteurs de recherche, mais aussi des moteurs de structure généalogique. Mais si on se rapproche de ce que vient de nous raconter Simon, là, il y en a d'autres récits comme ça. Donc, l'art patrimonial sous forme de récit, sous forme de storytelling. Storytelling auquel on convie de plus en plus les entrepreneurs quand on leur demande de faire un pitch de vente, un pitch au nom de leur entreprise. Mais le storytelling, il peut être tellement pertinent aussi pour ce qui est du patrimoine. Donc, remettre en valeur ce patrimoine-là, non pas pour contraindre les gens à vivre à une époque révolue, c'est pas ça. Au contraire, pour que les gens comprennent, premièrement, mieux comment on devient ce qu'on devient en 2019, mais aussi pour que les gens soient fiers de ça. Comprendre pour en être fiers, le sentiment d'appartenance qui pourrait très bien découler de ça. Donc, évidemment, oui, on est le Caprac, on en est fiers. Conseil des arts, Prescott Russell. Bien, peu importe la forme artistique à laquelle on s'adonne, que ce soit la musique, que ce soit le chant, que ce soit les arts littéraires, que ce soit les arts patrimoniaux, force est d'admettre que ça passe toujours par du storytelling. Mais ça peut vouloir dire des fouilles archéologiques à un moment donné. Ça peut vouloir dire des fouilles au-delà de l'archéologie, mais des fouilles carrément au nom des humains. Donc, tu sais, je ne veux pas dire qu'il faudrait faire nécessairement aller au-delà de la génétique de ce que les gens présents ont à proposer, mais il y a une génétique textuelle qui serait à retrouver. Simon, tu nous racontes une composante effroyable de l'histoire, c'est qu'il y a des documents qui ont brûlé. Mais c'est arrivé à beaucoup de maisonnées, ça. C'est arrivé à des centres d'archives, ça. Il y a une anthropologie qui est à redécouvrir parce qu'on les a encore, les storytellers. Simon Rozon, c'en est un des storytellers qu'il faut aborder. Ces gens-là doivent être sollicités. Fait que là, je m'en viens répondre à ta question, Jocelyn. Je pense qu'on pourrait organiser, sinon des événements, peut-être des plateformes en 2019, des plateformes de storytelling. Comme un podcast? Peut-être comme un podcast, par le biais de laquelle cette plateforme-là, des gars comme Simon Rozon, des gars comme moi, des gars comme plein d'autres, des dames aussi, comme nous, ont des histoires à raconter pour consolider le sentiment de fierté et puis le sens de l'appartenance de nos citoyens. Parce que les citoyens qui sont ici, là, c'est des irréductibles. Les citoyens qui sont ici, puis ils sont ici pour y rester. Les pôles urbains sont tellement proches. Je veux dire, Montréal est à 40 minutes de Saint-Eugène. Ottawa est à environ 70 minutes de Saint-Eugène. On a toutes les raisons d'aller s'exiler en ville, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas pourquoi? Parce qu'on a des choses à raconter, on a des choses à perpétuer, puis on croit encore qu'on a un sentiment de fierté à insuffler à nos concitoyens, là. Ouais. Je pense que c'est une super... J'en ai des frissons. Puis c'est vrai qu'on est une région qui a peur d'être fière, qu'il faut que je dise. On a tous ces belles histoires-là à raconter, mais on dirait qu'on veut pas, des fois, on veut pas se prendre pour un autre, on veut pas se donner l'importance auquel on a carrément droit. Oui. C'est typique, ça, de l'enclave, donc de l'emplacement de la région. Premièrement, on est en Ontario français. Hein? Ouais. Et je ne veux pas faire trop de politique historique ici, là, mais à un moment donné, ce syndrome franco-ontarien-là, il a été plus grand que nature. Et il a perduré peut-être au-delà de là où il aurait dû durer. C'est-à-dire que
le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, à certains égards, au cours de certains de ses mandats, ont mis de l'avant des mécanismes pour la valorisation des minorités. Et encore une fois, quand on parle de diversité culturelle, quand on parle d'inclusion et d'inclusivité, quand on parle non pas d'appropriation de la culture, parce que ça évidemment, ça a détonné il y a quelques années, là, lorsqu'il était question de ce que les Autochtones, de la façon dont les Autochtones ont été soulevés lorsqu'il était question de vampiriser cette culture-là. Donc, on s'éloigne de cette acception-là, mais il faut se réapproprier aussi notre culture. Et quand on est franco-ontarien puis qu'on a grandi en se faisant dire on est franco-ontarien, il faut se battre, ben on le croit puis on l'a cru. Sauf qu'on a peut-être plus à se battre en voulant résister et en s'apitoyant. On a peut-être à se battre maintenant en se mettant en valeur. Et ta question, encore une fois, elle est très pertinente. Oui, on accomplit de très belles choses. On fabrique, on crée, on conçoit de très belles choses. Il faut les mettre en valeur. À un moment donné, cette beauté-là, elle n'a pas de langue, là. À un moment donné, c'est notre création. Que ce soit en sport, que ce soit en art, que ce soit en divertissement, que ce soit en affaires. Cette conception-là, elle a une beauté. Cette conception-là, elle marche. Cette conception-là, elle est percutante et pertinente à la fois. D'une autre perspective, on est collé sur la frontière du Québec. Encore là, ben, on est perçu comme étant minoritaire par nos voisins québécois. En quelque sorte, on est les francophones de l'Ontario, on est les irréductibles. On risque toujours de faire pitié encore là. Puis je parle maintenant de ma part à moi. Je suis un petit peu tanné qu'on soit traité comme si on avait besoin de cette miséricorde-là, puis comme si on avait besoin d'une certaine rédemption. C'est pas le cas. On est francophone, on est idéalement situé, malheureusement, d'une perspective démographique puis d'une perspective d'identité culturelle et linguistique. Ben oui, il semble qu'on soit toujours sur un certain fil de fer. Il semble qu'on soit des funambules entre les deux réalités, entre les deux majorités. Ça a de très, très beaux avantages, mais la perception qu'ont les deux majorités de nous, ça a commencé à changer, mais ça doit changer encore bien plus profondément que ça et encore bien plus durablement que ça. Qu'est-ce que tu me dis, pour faire un petit peu une transition, ça m'apporte au point qu'il faut se réapproprier nos histoires puis aussi nos espaces. On jasait un petit peu avant le podcast. Quand ton père appartenait justement à l'hôtel, c'était tout plein de vie. Il y avait tout le temps des choses qui se passaient, puis surtout au niveau culturel aussi, et comme de la communauté aussi qui se rassemblait. Veux-tu me parler un peu de quel genre de présence culturelle qu'il y avait un petit peu dans ces temps-là? Tu parlais de joueurs de violon, de la musique, puis tout ça. Tu veux un petit peu renchérir ces histoires-là? Bien, des années 73, quand mon père, c'est ce que je disais tantôt, mon père a acheté l'hôtel avec 100 piastres cash. Il a passé un mercredi après-midi, puis M. Froat, qui avait l'hôtel, il a dit « You want to sell your hotel? » M. Froat a dit « Yes. » Il dit « I'll give you $100 cash today and I'll tell you the rest on Friday. » Je dois-tu le répéter en français? Ou? Non, ça pour En nos tout cas, listeners en anglais. C'était vraiment quelque chose. Il est arrivé chez nous, il dit « Je viens d'acheter l'hôtel de Sainte-Jeanne. » Maman a quasiment tombé en pleurs parce qu'il venait de bâtir une maison neuve. Ça faisait 1 an. Puis là, elle voyait s'en venir ici, là, une bâtisse de 1865. Elle partait de sa maison neuve. Mais papa voulait avoir son rêve d'avoir un hôtel. Fait que le mercredi, il a donné un dépôt de 100 piastres. Puis il a fait un petit peu de recherche, ou je sais pas, il est allé à la banque, je sais pas ce qu'il a fait, là. Puis le vendredi après-midi, il a rappelé M. Froat, puis il lui a dit « J'achète l'hôtel. » Il dit « Figure que it's done. » Fait qu'il est revenu le voir au commencement de la semaine, puis ils ont fait des marchés, puis un mois après, on rentrait dans l'hôtel. 100 piastres cash pour acheter l'hôtel, puis écoute, ça a marché. Puis dans ce temps-là, mais c'était à moitié de ce que c'est là, il y avait un mur. Puis il y avait des buveurs dans ce temps-là. Il y avait tout le temps 10, 12 gars au bar. Une journée comme aujourd'hui, pluvieuse, là, on ne se serait pas entendu parler, t'sais. Tellement que ça parlait fort, puis ça prenait un coup, puis puis ça fumait. Tout était open dans ce temps-là. Il fumait au bar, puis ça prenait un coup, puis il n'y avait pas de police dehors, rien. Puis ça a été de même pendant 8 ans que papa a eu l'hôtel. On a battu tous les records de vente de bière qu'il n'y avait jamais eu ici, qui n'avaient jamais existé. Moi, dans les années 2004-2010,
Quand je faisais une bonne semaine de 60-65 caisses de bière, j'étais heureux. Mon père, dans les années 73, la moyenne, c'était 104 caisses par semaine. As-tu pensé le nombre de buveurs qu'il y avait à comparer à nous autres? Puis l'orchestre, la fin de semaine, c'était pas un orchestre à 1000$ puis 2000$. C'était un joueur de violon qui restait ici à l'hôtel. Papa le gardait pour rien. Il faisait le ménage le dimanche. Le vendredi soir, samedi soir, il jouait du violon. Puis il y avait un guitariste qu'on allait chercher à Glenn Robertson, 25$ pour la soirée. Tout ce qu'il peut boire, il buvait du coke. Fait que mon père, ça faisait son affaire. Ça lui coûtait 25$, puis l'hôtel était plein de sites. C'était plein de buveurs. Écoute bien, 104 caisses par semaine, là. Il fallait qu'il en vende, là. Puis il y avait moi et Guillaume qui travaillait à Waiter. On était à deux. Puis on sortait en 75, 80, 100$ par soir de type à 15 cents puis à 25 cents. En quelle année, ça? De 73 à 80. Ça. Fait que ça roulait, man, les hôtels. Puis le monde, il aimait ça, puis il venait à l'hôtel, puis tu avais des cultivateurs. Papa, il parlait de tout. Il parlait aux cultivateurs, il parlait de foin, il parlait de récolte, il parlait de vaches, il parlait de n'importe quoi. Il arrivait un autre gars, un monsieur de Chutablondeau, il creusait des puits, il parlait de puits. Il parlait un peu de tout, puis il était coloré. Tu sais, il y avait une culture colorée, il pouvait parler de n'importe quoi. Il était boucher de métier, il avait travaillé dans les moulins à scie, comme moi. Fait qu'il parlait de n'importe quoi à n'importe qui, puis il amenait le monde, puis il était aimé, puis ça amenait du monde. Ça a changé avec les années. Fait que là, tu vois que le thème du métissage, là, tu l'as Oui. dans le microcosme de l'hôtel même. Là. C'est super intéressant. À cet égard-là, je reviens à ta question, mais bon, si je la contemporanise un tout petit peu. Tu sais, en tant que creuset culturel, en tant que lieu culturel, c'est un lieu de rencontre. Hein? Oui. C'est un lieu de rencontre qui est absolument incroyable. Il y a des cas où l'alcool, va éveiller certaines passions, je le comprends bien, mais c'est un lieu de rencontre aussi interculturel, un hôtel. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de la réalité franco-ontarienne, mais il ne faut pas oublier qu'on a une très, très belle fondation irlandaise aussi à travers Prescott Russell, fondation écossaise qui est vraiment pas loin. Certainement. Les Britanniques, donc j'ose dire que dans Prescott Russell, particulièrement à Saint-Eugène, qui, je le répète, est un noyau de tout ça, il y a un super beau ménage entre les cultures, puis entre les identités, puis les réalités linguistiques aussi. Cela étant dit, comme on est perçu depuis quand même un certain nombre d'années, ben ma foi, c'est comme ça qu'Ottawa, entre autres, s'est avéré bilingue très, très tôt, voire un peu avant la Confédération, étant donné qu'on avait besoin de traducteurs. Ça a été un lieu d'accueil de beaucoup de Québécois, ça. OK? Et à Ottawa, si vous remarquez, c'est un lieu, puis on l'entend souvent, tu sais, Ottawa, c'est une ville plate, c'est comme ça qu'on le dit, mais il faut pas croire ce que je dis là, parce que moi, je ne le crois pas. OK? On a des pôles qui sont super intéressants, mais les raisons qu'on évoque pour ça, c'est qu'Ottawa, c'est la ville des fonctionnaires. C'est la ville, oui, sais-tu quoi? C'est la ville où on ne voudra pas trop de grabuge. C'est la ville où on ne voudra pas faire trop de vacarme. C'est la ville où on veut une certaine sûreté, mais où on veut aussi assurer cette sûreté-là. Mais guess what? Dans Prescott Russell puis à Saint-Eugène, ben on a les résidus un petit peu de ça, nous. On a ce qui découle d'Ottawa. Donc, on est de nature, je pense, on est de nature très, très pacifique. Puis comme Prescott Russell, c'est pas un milieu qui est très dense, donc les populations sont très éparpillées, bien, on avait besoin, puis j'ose dire, on a encore besoin de ces lieux de rencontre-là. On aurait encore besoin que ces hôtels-là, que ces tavernes-là, que ces bars-là, désignons-les comme on le veut, là, aient un certain clocher, aient un certain phare dans le village. Parce que ce sont des lieux de rencontre interculturels et on en a besoin. Je vous disais tout à l'heure, il faut arrêter de faire en sorte que les Franco-Ontariens se prennent en pitié, soient pris en pitié. Donc, il faut faire la guerre à l'apitoiement, mais en même temps, c'est surtout pas dans les hôtels que ça se passait, ça. Tu sais, que ce fût un verre de coke ou que ce fût une bière, 2 bières, 3 bières, on racontait, on en faisait du storytelling. Puis quand Decize Roson s'en mêlait, en plus, quand ton tenancier réussit à tirer les verres du nez, ben non seulement est-ce un lieu interculturel, mais tu as la personnalité colorée, comme le dit Simon de son papa, qui anime tout ça. Ben je pense qu'on a les ingrédients d'un maudit bon talk show, vous croyez pas? Certainement. On a une bonne recette pour ça. Cheers, version Prescott Russell, Oui. quand même.
je trouve ça intéressant, justement, le fait... Je te laisse la parole après. Oui, c'est bon. Le fait que tu disais qu'il parlait à tout le monde, autant aux fermiers qu'aux creuseux de puits. On va l'appeler comme ça. Puis toi, tu parlais un peu de la réalité d'Ottawa. Je sais pas si l'exode rural, puis un peu la division entre... puis là, je vais le mettre en guillemets, parce que je pense pas que c'est une réalité fixe non plus. Le monde de ville, puis le monde de campagne, je sais pas si ça a créé un peu une division qu'il n'y avait peut-être pas autant auparavant, que le monde est un peu plus proche parce qu'il n'y avait pas la réalité dans la ville. On ne travaillait pas nécessairement en ville, on travaillait dans la communauté, on était plus proche des gens. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des choses comme les lois sur l'alcool, puis les lois sur les cigarettes, tout ça. Je suis sûr que ça l'a affecté la business. Mais je pense aussi que le fait qu'on a créé un peu une division dans des petites communautés, juste côté travail, si on veut, que ça a probablement affecté aussi le lieu de rencontre. Ben, c'est extrêmement difficile. Tu sais, j'abordais tantôt le phénomène, l'importance de la fierté. C'est extrêmement difficile d'instituer la fierté puis de nourrir la fierté. C'est difficile, mais c'est possible. Sans que cette fierté-là soit au détriment puis aux dépens des autres communautés autour. Autrement dit, c'est difficile de fonder la fierté d'un village puis d'une population sans créer une petite guéguerre avec les villages autour. Hein? Ouais. Parce qu'on perçoit ça comme on perçoit un combat, un duel, un match de sport. Puis, quelque part, je pense qu'il y a une lisière très, très ténue entre être fier puis le faire un petit peu en se moquant des communautés environnantes et être très sérieux en le faisant. OK? Donc, cette division-là, Jocelyn, selon moi, elle se passe premièrement entre les communautés rurales. Avant même que ce soit selon l'axe rural-urbain, c'est entre les communautés même. Puis c'est toujours à risque de basculer. Tu sais, j'ose le dire, il ne faut pas partir en peur, j'ose le dire, à l'heure actuelle, il y a une rivalité qui est quand même très saine. OK? Donc, on se tire la pipe, on tire les coins de la couverture, comme on le dit, mais je pense qu'on se respecte très, très bien entre les communautés dans Prescott-Russell, entre les régions, entre les 8 municipalités aussi. Notamment, Hawkesbury-Est est très, très bien perçu de la part des 7 autres municipalités. Du moins, quand moi, j'en entends parler, puis j'en entends parler relativement souvent, tu sais. Mais si je reviens à ta question, l'axe rural, l'axe urbain, il ne faut pas oublier que l'innovation, l'invention et puis l'amélioration constante des moyens de transport y est pour beaucoup. C'est très bien les moyens de transport, c'est super les moyens de communication, ça me permet de vivre. Mais en même temps, il y a un ressac à ça. Hein? Il y a un envers à ça. Plus vite on peut se transporter, moins loin est la ville. Moins loin est la ville, moins loin est l'animation, moins loin est le stir, moins loin est le rêve, moins loin est la diversité. Et ça, c'est très, très attrayant, mettons. Aux yeux d'une certaine jeunesse. Mais il y a aussi l'inverse qui se passe. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Il y a aussi les gens de milieu urbain qui viennent s'établir en milieu rural. Et on n'a plus besoin de devenir agriculteur pour habiter le milieu rural parce qu'on a des milieux ruraux qui se sont subdivisés d'eux-mêmes. On a des milieux ruraux, donc, qui se sont transformés pour être à même d'accueillir des projets dits résidentiels. Donc, on a des milieux ruraux qui deviennent des terres d'accueil où règne quiétude, sérénité, qualité de la vie, premièrement, qualité de l'air, et ainsi de suite. Et ça aussi, je trouve que ça fait partie de l'équation. Mais plutôt que de vouloir, je pense, résoudre cette rivalité-là, puis effacer ce vecteur-là entre l'urbain et le rural, je pense qu'il faut être encore plus judicieux, puis encore plus stratégique qu'on a commencé à l'être. Et puis, miser sur le milieu rural et ne pas croire qu'il y a cet exode-là vers la ville, mais croire aussi qu'on peut être extrêmement attrayant à condition d'avoir les services essentiels à proximité toujours. Quand on a une population à la retraite, comme quand on a une population de jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui ont l'intention de fonder une famille, il faut que les services de santé soient à proximité. Hein? Puis c'est le cas, là. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, c'est le cas. Il faut aussi que les services de divertissement soient à proximité. C'est le cas. On a des écoles extraordinaires dans le coin. On a 2 conseils scolaires de langue française, 2 conseils scolaires de langue anglaise qui sont extraordinaires. Finalement, on a tout pour faire du très, très beau marketing. Je voulais rajouter quelque chose aussi que
il y a beaucoup de gens de la campagne qui se sont en allés dans les villes, puis ils reviennent aujourd'hui. Tu sais, tranquillement, mais ils reviennent parce qu'ils s'ennuient. C'est beau, Louville, t'as tout à portée de la main, mais c'est pas comme la campagne. C'est anonyme. Ben oui. Un autre point aussi, Saint-Eugène a été formé à peu près dans les années 1812. Puis c'est des Français, des Canadiens français de Sainte-Marthe qui sont venus s'établir ici, en outre des Saint-Denis, des Malbeuf, des Racines, quelques noms que je me rappelle, Bélanger. Puis ils venaient tous de Sainte-Marthe. Fait que, tu sais, puis ça m'avait été dit, moi, que la borne Québec-Ontario était déjà tout près de Ottawa. Mais ça, je ne peux pas m'allonger plus là-dessus. Là. Maintenant, la borne est ici à Pointe-Fortune, qui sépare les Québec-Ontario. Mais supposément que déjà, écoute, on parle de longtemps, là, c'est pour ça qu'il y a tous les villages francophones jusqu'à Ottawa. Ouais. Tous les villages avec des noms, Saint-Isidore, Embrun, c'est tous des Plantagenets. Parce qu'à l'époque, on croyait que le Québec Exactement. recouvrait toute la région de Prescott-Russell, puisque la borne était plus proche d'Ottawa. Exactement. Puis après ça, les bornes ont dû être déplacées ou recartographiées. Puis je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'est comme ça. C'est pour ça que c'est si francophone. Puis comme tu disais si bien que les jeunes qui s'en vont en ville, tu sais, c'est vrai que c'est beau l'urbain, c'est très beau, mais ça revient tout. C'est vrai qu'il y a un peu ce phénomène-là de désurbanisation, si on veut bien. Ouais. Même dans l'esthétique, si on veut, le style hipster, si on veut, avec la chemise carottée et tout ça, c'est vraiment, on s'approprie on s'approprie un look de la campagne, veut pas. Puis... C'est une mode, t'as raison. Il y a le rural urban, le rurban, ou tu sais, j'ai vu les deux mots valises. Puis oui, t'as des citadins, donc le milieu urbain qui, quelque part, admirent, qui, quelque part, adorent et qui vont mythifier, qui vont sacraliser le milieu rural. Et on serait surpris de voir, parce que souvent, on se dit, oui, mais c'est avec l'immigration, à un moment donné, ben, on devient très attrayant pour les immigrants qui n'ont jamais vu de champ cette dimension-là, de telle culture. Mais il y a aussi des Canadiens de naissance qui n'ont jamais vraiment vu les milieux ruraux et qui sont séduits par les milieux ruraux. Tu sais, à un moment donné, il y a un prof d'histoire qui m'a dit, moi, si tu veux en apprendre, puis ça m'avait choqué, puis ça me choque encore aujourd'hui, si tu veux en apprendre au sujet d'un village, tu vas te promener dans son cimetière. Ça m'avait beaucoup dérangé parce que je trouvais ça, évidemment, très défaitiste, pessimiste. Mais en même temps, ça annonçait déjà à mon esprit de petit gars, mon esprit d'adolescent, que le village en question, quel qu'il fût, donc appelons-le le village sans nom, était en train de mourir. J'ai cru que c'était un peu ce que voulait dire mon prof d'histoire à ce moment-là. Puis moi, j'ai juste répondu d'emblée, non, si tu veux en connaître au sujet de son village, tu vas chez son barbier, tu vas au dépanneur du coin, tu vas à l'hôtel, tu vas à l'église, surtout, tu vas à l'école primaire du village et puis tu vas comprendre tout ce qui s'ébat. S'il y a un cercle des fermières, tu vas au cercle des fermières, mais des clubs sociaux dans un village, c'est typique. Des clubs sociaux dans un village, encore une fois, c'est le microcosme du rassemblement. Et c'est pas parce que ces gens-là ne se connaissent pas dans un village. Non, tout le monde se connaît. Puis des fois, tu vas faire part à deux clubs. Tu sais, tu vas être dans le club optimiste autant comme dans un autre club pour aider ta communauté. Tu veux la garder. C'est quelque chose, ça, qu'on... Si c'est pas ça, la fierté et l'appartenance, je me demande bien ce que c'est. C'est exactement ça. Tout est encore en place. À un moment donné, ça prend une passation des pouvoirs. Tu sais, Simon, ton père a eu l'hôtel, toi-même, tu as pris ça. Simon, t'en es un exemple. Il y en a d'autres dans d'autres communautés. Il y en a d'autres à Saint-Eugène aussi. Mais à un moment donné, il y a comme le mid-range qui est important. Saint-Eugène a récupéré une ligue de balle il y a quelques années. Puis j'étais hyper content de voir ça. Il faut savoir qu'il y a sans doute le plus beau petit parc de balles. Il est à Saint-Eugène. Okay? Le plus beau petit parc de balles de la région, en superbes conditions, superbement entretenu. Et quand j'ai appris, moi, que la balle revenait à Saint-Eugène, elle revenait grâce à des gens de mon âge, mais surtout grâce à des gens de la génération qui suit la mienne.
Fait que la génération X que je représente, moi, elle a comme été la génération, puis c'est normal, qui a voulu réagir, si on veut, au travail austère, au travail très dur. Simon, tu es notamment un homme qui a travaillé énormément au cours de ta vie, toi. Puis c'était du travail dur, là. Le moulin à scie, je me rappelle, quand j'étais petit gars. Puis nous autres, ma génération, on avait comme conclu un pacte, les uns avec les autres, en se disant, on veut pas travailler dur comme ça. On veut pas que ça soit physique comme ça. Fait que cet exode-là, là, je dis pas qu'on en est responsable, et je dis pas qu'on a été les premiers à le faire, mais on a été la première marée, par exemple, la première affluence, c'est-à-dire le premier grand nombre à faire ça, mais c'est en réaction aux baby boomers. Fait que ma génération, c'est la génération ténébreuse du milieu rural. Mais c'est vrai ce que dit Simon. De plus en plus, on en est conscient. Je dis pas qu'on revient carrément à Saint-Eugène, qu'on revient carrément à Prescott Russell, mais on se dit, ouais, on avait une belle vie au fond. On avait une belle vie quand même, étant donné qu'il y a encore de très, très belles structures politiques, socio-économiques. On a des gens qui travaillent fort dans le développement de tout ça. Écoute, ça demeure le milieu idéal, ça, là. Je pense aussi qu'on commence, ben, dis-moi, je le vois avec des gens de mon âge, puis certainement des gens un petit peu plus jeunes aussi, dans la vingtaine, qui on commence à harmoniser un peu le fait qu'on peut accepter le passé, tout en continuant d'évoluer aussi. Je pense que, comme tu disais un peu, la génération entre les deux, il y avait un peu cette bataille-là de vouloir se dissocier un peu de ce travail-là, de cette identité-là. Puis je pense qu'on est en train un peu tranquillement, pas vite, de recoudre les deux bouts de couverte, si on veut, ensemble. On a compris qu'on voulait fonder nos familles respectivement, hein? Puis on a compris que c'était encore un maudit beau lieu pour faire ça. Puis on a compris surtout que nos parents sont pas éternels. Puis que nos parents ont travaillé fort. On parlait tantôt de résistance linguistique, mais selon moi, il y a encore plus important. Il y a eu la résistance économique. Tu sais, mes parents et moi, on traversé 2 très, très graves récessions. Ça ne voulait pas s'appeler dépression parce qu'à l'époque, le phénomène médiatique était beaucoup plus fort que lors de la véritable dépression, si vous me permettez, là, du début des années 30. Mais je vous dis, moi, après des années de recul, puis après des discussions avec mes parents et puis avec d'autres gens, que les chiffres montraient carrément qu'on s'en allait en dépression. OK? Mais on a donc des parents qui ont tenu le coup. Les parents, c'est-à-dire les parents de la génération X, c'est-à-dire les baby boomers auxquels j'ai fait allusion il y a quelques secondes. Là. OK? Puis à un moment donné, tu ne peux pas demeurer inepte, tu ne peux pas demeurer atone, amorphe, sans émotion à l'égard de ça. Tu reconnais ce travail-là. Puis la génération qui nous suit, donc la génération Y, la génération Z, donc selon l'âge auquel on a eu nos enfants, les gens de ma génération ont des jeunes qui font partie de la Y, qui ont des jeunes qui font partie de la Z, bien je pense qu'on inculque ça à nos enfants. Puis je pense que les gens de ma génération qui sont encore en ville, ben sont les premiers puis les meilleurs visiteurs des entreprises rurales. Hein, pour redécouvrir les joyaux, redécouvrir les délices du terroir notamment, là, je pense que c'est des tabarouettes de beaux clients. C'est des tabarouettes de beaux aspirants au milieu rural. Même s'ils ont décidé d'élire domicile, eux, en ville, ils initient leurs enfants au milieu rural, ce qui explique la recrudescence des activités sociales dans beaucoup des villages, notamment dans Saint-Eugène. Pour peut-être faire un petit pont avec ça, toi, dans tes ouvrages, comment est-ce que justement la région, comment est-ce que la région est interprétée à travers de ça, ou est-ce que tu as essayé de vraiment te dissocier de ça? J'imagine que c'est impossible de le faire parce que c'est vraiment embedded dans toi. Mais comment est-ce que ça transpire dans tes ouvrages, la région? Le tout premier poème publiable que j'ai écrit, c'est-à-dire le tout premier poème que j'ai écrit en pensant que, ouais, peut-être qu'un jour je pourrais être écrivain, que je pourrais être auteur publié, parle de Saint-Eugène. Parle de ma grand-maman, parle de la maladie d'Alzheimer qui l'a emporté. C'est comme, puis je le croyais pas à l'époque, là, je vous le dis aujourd'hui, mais pour des années qui ont suivi la parution de ce premier livre-là, qui avait eu beaucoup de succès. C'est pour ça que beaucoup de gens voulaient m'en parler. Là. C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est que j'ai été choyé. Le livre lui-même a connu beaucoup de succès. Fait que j'ai eu à parler de Faux Fuyants, c'est le titre du livre, très, très souvent. Puis à cette époque-là, j'en parlais pas comme aujourd'hui, mais je vous le dis, c'est comme s'il y avait eu une bombe
dans ma cage thoracique qui avait besoin d'exploser. Mais paradoxalement, j'étais à Chapelot. J'étais à peu près 12 heures d'ici quand je l'ai écrit. Je commençais ma carrière à ce moment-là, puis j'avais décidé de commencer ça dans le Nord. Et ça m'a permis de parler de la région. Donc, si vous me comprenez, ça m'a pris ce recul-là, ce recul de quelques 1000 kilomètres pour vraiment parler de ma région. Pas pour apprécier ma région, je l'appréciais, mais pour pas donner dans la quétainerie ou pour pas sembler quétaine auprès de mes proches qui ne savaient pas du tout que j'écrivais de la poésie. J'étais dans les sports, moi j'étais dans tous les sports. Il fallait surtout pas que je mentionne que j'avais même l'intention ou la prétention d'écrire de la poésie. C'était plus ou moins cool, ça, auprès de mon entourage immédiat, tu sais, auprès des chums qu'on a à l'époque et tout. Bon. Et ça a été le début, mais ça m'a suivi tout le long. Il faut savoir que la source d'inspiration première, c'est l'espace. Les lieux, les objets, les formes, les couleurs, mais d'être en mesure de me situer dans l'espace, sans nécessairement toujours nommer l'espace. Mais je suis un gars qui observe constamment, et par l'entremise des 5 sens, là. Pas seulement la vue, mais aussi l'ouïe, donc tout ce qui est audible. Bref, bon, vous comprenez les 5 sens. Ainsi, me situer dans un lieu, le temps que j'écris, c'est aussi important, et c'est toujours un choix. J'écris dans la voiture, j'avais toujours un pad avec moi. Là, ça, c'était avant que j'aie mon laptop, avant d'avoir un téléphone cellulaire. Bon, maintenant, je le dis, je vais me coller sur l'accotement, mais j'écris encore dans ma voiture. J'ai une idée, puis je vais prendre en note ne serait-ce qu'un mot pour pas perdre ce mot-là. T'sais? Mais j'ai énormément écrit. Bien, j'ai à peu près exclusivement écrit au sujet d'une région donnée, sans la nommer toujours. Parce que, ce qu'on y raconte, parce que même si c'est de la poésie, c'est du récit, là. Il y a des personnages que je nomme pas là non plus. Mais ce qu'on y raconte, que ce soit purement réel ou que ce soit rendu fictif un petit peu, que ce soit sublimé, c'est toujours au sujet du rapport entre ces êtres-là et la région. Entre ces êtres-là et leur environnement, tantôt social, tantôt socio-économique, tantôt politique. Écrire, je veux dire, faire de la fiction, faire de la poésie, c'est pas très différent par rapport à un essai, par rapport à un documentaire. Simplement, c'est de le dire autrement. Mais la plateforme inspirante, si on veut, l'amorce, l'étincelle de tout ça, dans mon cas à moi, c'est toujours la réalité ambiante, la réalité spatiale. Tu sais, pour ne pas dire les bars, les hôtels, les tavernes, hein. Du temps où j'habitais la ville, puis du temps où j'habitais la ville pour les études. Et ensuite de ça, parce qu'il y a eu une certaine étape dans ma vie où j'ai choisi d'aller en ville parce que j'avais besoin de cet anonymat-là. Puis inversement, j'avais besoin des lumières puis des sons constants. Donc, j'étais en plein centre-ville. J'avais aussi besoin d'avoir une mouvance autour de moi. Je ne pouvais pas aller m'installer au bord de la rivière. Je ne pouvais pas aller m'installer au bord d'un lac. Je trouvais ça trop paisible. Ça m'intimidait. Okay. Puis quelque part, je trouvais ça trop cliché. Fait que j'allais écrire dans des bars. Pas pour s'enivrer, là, pas pour se saouler, littéralement. Tu prends 2 consommations, peut-être une 3e, puis tu n'achales pas. Puis à un moment donné, tu en adoptes un. Et puis les tenanciers, les barman, les barmaids t'adoptent aussi, puis te demandent comment ça va. Mais la mouvance d'un bar, elle est particulière parce que, en principe, Simon, là, évidemment, tu me corriges avec ce que tu as raconté plus tôt, mais en principe, les histoires dans un bar sont entrecoupées. En principe, les gens circulent plus que dans un restaurant. Et j'allais pas dans un bar pour m'asseoir à une table, j'allais dans un bar pour m'asseoir au guéridon, pour m'asseoir au bar. Et là, j'avais mon petit cahier à l'époque, puis j'écrivais. Mais j'avais besoin de ce mouvement-là autour. La musique qui jouait, la lumière, les histoires de l'un puis l'autre qui étaient entrecoupées parce que ils collaient pas nécessairement au bar, ces gens-là. Ils étaient là pour 1 heure et demie, puis après ça, ils partaient, puis il y a des nouveaux qui les remplaçaient. Et là, mine de rien, moi, je les écoutais, puis veux pas, ça donne des idées. Puis quand tu veux pas les écouter, tu as un match de hockey, un match de baseball, un match de football à la télé qui est direct là. C'est selon la saison. Fait que tout pour te convaincre du fait que tu n'es pas en train d'avoir le syndrome de la page blanche, finalement. C'est la mouvance, par l'entremise de la lumière, par l'entremise du bruit. Je pense on parle souvent de compteurs dans la région. Y a-t-il quelqu'un qui a plus d'histoires à raconter qu'un bartender? Il y a des histoires vraiment de tout le monde du village. Il y a le psychologue du village, si on veut. Et encore et encore. En tant qu'auteur puis poète, il a fallu que tu fasses un peu un coming out, si on veut, à la région, que tu t'identifies comme artiste. Mais ça prend du courage. Puis à un moment donné aussi, c'est ça que tu deviens catalyseur du changement.
Je vais faire une petite transition ici à Simon. En étant justement en politique, c'est un autre catalyseur de changement dans la région. Comment est-ce que pour toi, tu utilises ta plateforme pour justement changer les choses dans la région tout en gardant l'identité de Saint-Eugène à cœur ou de Hawkesbury-Est en général? Bien, ici, toi, c'est tout petit, c'est rural. Alors, tu dois siéger sur tous les comités. Tandis qu'en ville, tu vas siéger sur le comité des loisirs, mais tu t'occupes juste de ça. Je parle des grandes villes. Mais ici, là, on siège sur tous les comités. Fait qu'il faut que je touche à tout. Puis moi, ben, j'ai été élu là pour représenter les gens d'Hawkesbury-Est, les payeurs de taxes. Fait qu'au meilleur de ma connaissance, je donne de mon mieux. Des fois, c'est difficile parce que tout le monde se connaît, tout le monde prend tout à cœur, avec les fermières, avec les optimistes, avec les clubs de loisirs. On a 3 villages dans Hawkesbury-Est. Fait que si tu donnes à un, il faut que tu donnes aux 2 autres. Faut tout le temps essayer de leur plaire. J'aime ça, j'aime la politique, j'en mange, là. Mais c'est quelque chose... parce que c'est rural, là, c'est ça qui rend ça intéressant. Tu sais, tu touches à tout. Tu étais un peu dans tout. Moi, mon prochain, il me reste 3 ans à faire, là. Puis j'avais rencontré Eric, puis d'autres au Tourisme Prescott Russell, là. Moi, Chute à Blondeau, j'ai un projet pour Chute à Blondeau. Je vais vous donner les grandes lignes, là. OK. La rivière des Outaouais, c'était le chemin déjà. Il n'y avait pas de route, c'était ça la route. Puis ça, c'est la route de Champlain. Champlain a passé à Chute à Blondeau. Il a découvert tout. Il s'est rendu au bout de l'Ontario, le plus loin qu'il pouvait aller. Puis moi, je vais faire un centre, un pavillon, avec les années que ça va se faire, avec un quai qui va amener le monde des bateaux visiter le pavillon avec toute l'histoire. Puis juste l'autre bord du chemin, il y a un cimetière amérindien qui pourrait être un attrait touristique, que le monde qui débarque, qui vienne voir le pavillon, l'histoire de Champlain, blablabla, il y aurait des jeunes, ça donnerait de l'ouvrage aux jeunes l'été, les jeunes du collège puis de l'université, comme guide, pourraient leur faire visiter le cimetière amérindien, ainsi de suite. Fait que, tu sais, c'est des projets que j'ai à cœur, mais ça prend du temps, là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis en même temps, c'est une super belle plateforme pour sensibiliser wow, les gens Oui. à la réalité des Premières Nations dans la région aussi. Exactement. Que, comme Eric a mentionné plus tôt, on n'en parle pas ou on est carrément ignorant de leur histoire chez nous ou plutôt chez eux. Ben récemment, c'est-à-dire depuis 3 ans, je travaille à la traduction d'un auteur autochtone, moi. Donc, tu sais, je suis traducteur littéraire aussi. Donc, je suis en train de finir les études supérieures à cet égard-là, mais entre-temps, je suis assez chanceux. L'un de mes 2 éditeurs me faisait assez confiance pour me permettre d'aborder ce projet-là. Donc, le deuxième devrait sortir cet automne, du même auteur. C'est un auteur autochtone, du coin d'Elliott Lake, mais il habite Ottawa depuis des années et il connaît Prescott Russell. Il s'appelle David Groux, mais il ne parle pas un mot français. Et c'est un Ojibwé du coin d'Elliott Lake. Et quel honneur, je le dis humblement, ça a été pour moi. Quelle humilité initialement et après ça, quel honneur. Parce qu'il faut aussi que l'auteur te fasse confiance. Et là, l'humilité est devenue de l'humiliation parce que j'ai eu à mener des recherches, là. Le plus récent, là, le livre qui sort cet automne, c'est truffé, c'est criblé de termes. Tantôt Ojibwe, tantôt Anishinaabe, OK? Et c'est énormément de recherches, et recherches en double et en triple parce qu'il y a des plateformes de recherche, il y a des centres d'archives où la graphie ou le sens ne sont pas les mêmes. Donc là, il faut que tu tranches. Ça, c'est d'autres recherches, mais tellement enrichissant. Et donc, je le disais tantôt avec un clin d'œil, mais la fameuse appropriation, au moment où c'est sorti, Sans pitié, le premier des 2 livres traduits, sortait. Donc, j'ai eu à m'en mêler un tout petit peu, moi, à savoir, mais attention, il ne faut pas dénaturer le concept d'appropriation. Ce que Simon raconte là, il ne faut pas croire qu'il y a là de l'appropriation ou de la réappropriation. Il y a de la découverte.
Il y a une conciliation, si on veut, mais il y a surtout une découverte. C'est l'inclusion parfaite, ça. Et dans l'inclusion parfaite, il y a la diversité qui est admise. Il y a l'équité pour tous. Donc, sur le plan politique, tu vois, Simon est un pionnier et un fer de lance à cet égard-là. Il est créateur à sa façon, lui, tu vois. Ça, j'ose le dire. J'aurais tellement aimé, moi, découvrir ça avant. Tu sais, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? On a une vie, puis il y a tant de secondes dans une semaine, non? Puis pour revenir un petit peu à l'idée, parce que je pense Yannick, tu vas pouvoir en discuter un petit peu aussi. Oui, Yannick, t'as pas parlé fait longtemps. Allô? L'idée du coming out, justement, artistique, si on veut. On n'a pas beaucoup de chanteurs de chants classiques dans la région. Tu dois avoir peut-être pas de la réticence, mais peut-être certaines barrières ou des gens qui te regardent les yeux complètement givrés, là, qui n'ont aucune idée ça mange quoi en hiver, un chanteur classique. Est-ce qu'il a fallu que tu pousses un petit peu dans la région pour défaire un petit peu des barrières, des choses comme ça? Mais moi, ouais, c'est une bonne question, c'est intéressant. Je me sens pas comme si... Parce que je suis pas nécessairement établi dans la région, je suis de la région, j'ai fait beaucoup de musique dans la région. Quand j'ai fait le switch, si tu veux, du chant populaire, le rock que je faisais au secondaire, j'étais dans un band de rock, crois-le ou non. Puis ça, c'était à l'université. Moi, j'ai commencé mes études en chant dans le but d'aller dans le Broadway, le théâtre musical. C'est ce qui me passionnait. Puis là, c'est là que j'ai découvert le chant classique. Puis j'ai décidé, peut-être que c'est quelque chose que j'aime, que je veux faire plus. Puis là, je suis rendu à la maîtrise, puis j'adore. Donc, ouais, c'était intéressant parce qu'à Ottawa, par exemple, quand je faisais mon bac, il y avait un milieu. J'étais entouré d'autres étudiants qui étudiaient là-dedans, des profs qui avaient eu carrière là-dedans. Il y avait les chorales, il y avait un certain milieu. C'était quand je revenais, oui, à Rockland, à la maison, où est-ce que là, j'expliquais aux gens. Puis des fois, tu essaies de... C'est vrai que des fois, on dirait que je veux pas non plus amener la conversation trop loin. On est un peu gêné de le partager. Je dis, je fais mes études en musique. Puis là, mon père, fier comme il est, ou ma mère aussi, vont dire, oui, il est en chant classique. Mais là, tu deviens une espèce d'extraterrestre. Tout d'un coup, les gens pas qu'ils te regardent bizarre, mais les gens deviennent intéressés d'une manière particulière. Puis j'adore aussi de voir ce déclic-là, cette passion-là. Ça permet d'éduquer les gens, puis de partager une passion aussi, de montrer que, regarde, c'est pas si extraterrestre que ça non plus, chanter du classique. Là. Je suis un petit gars du nord de l'Ontario qui habite Rockland, puis là, je fais ça, puis c'est accessible à n'importe qui. Donc je pense que c'est pas nécessairement... Les gens sont pas comme... J'ai pas eu... je me suis jamais senti comme si j'ai insulté ou si j'avais besoin de me défendre, mais des fois, je me sens comme... comme s'il y a encore beaucoup de awareness à faire, de sensibilisation. On est dans les médias, puis là, je retourne au premier podcast où est-ce que Jocelyn... il a parlé du genre crossover, qui est... Maladroitement. Un petit peu, mais c'est correct. Le style crossover, c'est une musique populaire qui rappelle un peu, qui évoque la musique classique. Donc, les gens vont penser, tu fais de la musique classique, tu fais ça. Donc, c'est juste, encore une fois, de sensibiliser les gens puis d'expliquer que non, ce que je fais, c'est plus ça. Puis, donc c'est beaucoup de partage de connaissances. Puis c'est toujours intéressant. C'est vraiment intéressant. Éric, tu veux rajouter? Écoute, moi, je veux préciser là, d'emblée, je l'ai dit vite fait tantôt, là. Mes grands-parents maternels, Barry et Labrosse, respectivement, sont originaires de Saint-Eugène. Fait que ma maman est originaire de Saint-Eugène aussi. Tant et si bien que, quand j'étais petit gars, j'ai habité Saint-Eugène. Avec ma maman, on était voisins, littéralement voisins immédiats de chez Simon. OK? Fait que j'ai grandi avec Simon, moi. Puis j'ai grandi avec les 3 enfants de Simon aussi. Oh mon Dieu, mais c'est okay? parfait, ça tombe. Ça a été une époque marquante dans ma vie. OK? Cela étant dit, ça a été aussi la première époque créatrice. C'est pour ça que Saint-Eugène revient dans ses premiers textes-là, puis il est revenu dans un des derniers textes que j'ai produits, qui sera peut-être jamais publié, puis s'il est publié, ça va être au cours de la prochaine année.
Cela étant dit, le coming out, et là, je te donne une autre perspective. Le coming out, on a l'impression qu'il est plus difficile quand on revient chez soi parce qu'il se fait auprès de nos proches. Il se fait auprès de gens qui nous connaissent autrement, des gens qui connaissaient notre surnom, hein, notre petit sobriquet quand on était jeune, puis les gens qui disent « Ouais, tu sais, je savais pas que tu faisais ça, puis je comprends. » Mais en même temps, je vais juste donner peut-être trois autres sens à ça. Le lancement d'un livre, ça se fait par le biais d'un éditeur. Et dans le cas de mon éditeur, moi, les 2 premiers éditeurs étaient à Ottawa. Fait que nécessairement, je ne le comprenais pas à l'époque, nécessairement, les premiers lancements, j'avais l'impression que ça faisait une plus belle transition quand c'était à Ottawa. Mais ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que, ben oui, c'est parce que c'est chez ton éditeur, c'était à la Bibliothèque et Archives nationales, parfois c'était avec d'autres auteurs. Tu n'étais jamais seul. Tu n'étais jamais isolé, tu étais toujours dans le milieu littéraire. Mais à bien y penser maintenant, les gens qui étaient présents dans la salle, c'était soit des membres de famille des auteurs, en l'occurrence les miens, soit des littéraires, donc des déjà initiés, n'est-ce pas? Absolument, oui. Deuxièmement, quand on étudie dans ce domaine-là, oui, j'ai étudié en littérature, j'ai étudié en langue française, j'ai étudié en philo. C'était programmé pour que j'écrive un jour. Mais tu es dans le milieu universitaire. Fait que ton entourage immédiat, c'est ton miroir. Dans l'effet spéculaire des choses, c'est tes semblables qui sont là. Ça aussi, c'est rassurant. Oui. Puis encore une fois, je tiens à le préciser, ça appartient pas proprement au milieu urbain, ça. C'est le phénomène universitaire qui fait ça, pas le milieu urbain. Il ne faut pas s'y tromper. Et puis troisièmement, et surtout, faire un lancement en ville ou être littéraire en ville, c'est se diluer. C'est surtout être anonyme, sauf auprès des littéraires puis des universitaires. C'est pour ça qu'on a l'impression d'un rempart puis qu'on a l'impression comme artiste que c'est plus rassurant. C'est que quand on n'est pas anonyme, ben c'est auprès des gens qui s'intéressent à la même chose que nous. Mais j'aime ça que tu considères ça coming out, Jocelyn, parce que oui, il y en a quand même un coming out. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans mon cas à moi, c'est pas avec un mandat de colonisation, c'est pas dans un mandat d'éducation auprès des communautés ici. C'est juste que les gens qui sont dans la salle, que ce soit au Centre culturel Le Cheneil, que ce soit à la taverne à Saint-Eugène, si tu fais un lancement, les gens qui sont dans la salle, c'est tous des gens qui te connaissent. Tu as une condensation, tu as une concentration qui est non négligeable. Et oui, force est d'admettre que c'est des gens qui ne te connaissaient pas comme ça. Donc, il y a quelque peu cette gêne-là, mais c'est pas une gêne autant que de devoir montrer, n'est-ce pas, une autre face, la face cachée de ce qu'on est. Puis on a l'impression, puis Yannick, je sais pas, mais c'est pas le temps que tu chantes que tu peux discuter avec ces gens-là. Ben dans mon cas, moi, c'est pas le temps que j'écris que je peux discuter avec ces gens-là. Ouais. C'est au terme d'un spectacle, sans doute. C'est peut-être au début d'un spectacle, mais je pense que c'est pas la meilleure recette. Mais dans le cas d'un littéraire, c'est entre les parutions, c'est peut-être dans le cadre du lancement, sûrement le lendemain du lancement, mais tu as quand même le goût de parler aux gens qui te connaissaient autrement. Parce que tu es fier de montrer le développement intégral auquel tu parviens. C'est vrai. À l'époque, on parlait de Simon dans son art à lui. Son art, c'est l'art oratoire, c'est l'art de la politique. Ben moi, j'étais bien loin de me douter que Simon Rozon couvait cet art-là. J'étais bien loin de me douter que Simon Rozon était un artiste de la parole. Simon Rozon, quand j'étais jeune, c'était un artiste et tout un. C'était un artiste du bois. Et c'était un artiste de tout ce qui était construction, tout ce qui était structure. Il était artiste, littéralement. Et c'est un homme, je le disais tantôt, qui travaillait très, très fort, qui travaillait... écoute, c'est inimaginable. Les heures, l'effort qui était déployé, je vous l'ai dit tantôt, ça m'impressionnait, mais quelque part là-dedans, il y a le travail de l'artiste. L'artiste travaille très, très fort aussi, travaille d'arrache-pied, mais le politicien aussi travaille d'arrache-pied. Il nous l'a dit tantôt, on ne les compte plus, les comités. Puis il ne vous a même pas parlé, puis je ne sais pas si tu vas en parler, mais des appels puis des courriels qu'il doit recevoir, qui sont parfois intempestifs, parfois prévus, mais il ne peut pas répondre. Ça aussi, c'est un art. Ça te tente-tu de répondre? On va juste faire un changement de micro vite fait, parce que là, on a switché. Voilà. Mais c'est correct. On t'a tout mêlé, là. Les chiens qui aboient à 11h le soir. Là, ils t'appellent. J'ai dit, pourquoi tu m'appelles à 11h? C'est pas le fun à se faire réveiller?
Non, c'est pas le fun, mais pourquoi tu m'appelles 11 heures? Ben, il dit, il y a un chien, moi, qui m'a réveillé. Il est 11 heures, puis il jappe. Allez-vous faire quelque chose? Quand je t'ai dit tantôt que faut siéger sur tous les comités, ben, faut que tu t'en occupes. Tu sais, c'est toutes des petites choses de même. Mais j'aime ça. Si j'aimais pas ça, je serais pas là. C'est T'sais, pas ici non plus. Non, ben non. Tu sais, En train de nous jaser. moi, j'ai toujours dit qu'il y avait deux sortes de monde dans le monde. Il y avait les leaders, puis il y avait les suiveux. Puis moi, j'ai jamais voulu être un suiveux. Jamais. Je vais tout faire pour être leader. Des fois, je tombais deuxième. Mon frère était plus fort que moi. Mais je le repassais ailleurs dans d'autres choses. Fait que, tu sais, je voulais, puis j'aimais ça. Fait qu'il faut que tu aimes ça, là. La culture, le tourisme, n'importe quoi. C'est bon, c'est attirant. Hey, on fait ça. On organise telle affaire dans le village pour amener du monde, tu sais. Faut que tu en manges de ça. Faut que tu aimes ça. Puis je regarde encore. Faut toujours que j'aille des projets. J'ai des projets, là, moi, là. Je pense m'être mort, il va encore avoir des projets, là. Faut, si j'en ai pas. Pour faire quoi? Pour amener le monde dans le rural, pour le voir c'est quoi, comment c'est beau, comment... Puis aujourd'hui, je m'aperçois que il y en a beaucoup qui s'en viennent, on n'a rien à faire, puis ils s'en reviennent tranquillement. Puis ils s'en viennent le redécouvrir. Tu te promènes dans la municipalité, puis une maison neuve. Hey, en m'en allant chez nous, ici, là, à 3017, là, il y a 4 nouvelles maisons qui s'est bâties dans 2 ans. En plein rural, dans le champ. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, ça. Vous venez de où, madame? Ils viennent de Montréal, ils viennent d'Ottawa. Ils s'en reviennent. Pourquoi vous êtes venus ici? Pourquoi vous êtes venus vous établir? C'est pas parce que les taxes ou qu'est-ce qu'on offre. Nous autres, il y a les vidanges, le char à neige. C'est ça qu'on offre. C'est parce que c'est tranquille, c'est beau, ça sent bon, t'entends les oiseaux. Oui, le monde. On parle à tout le monde. Hey, tout le monde nous parle. Mais moi, pourquoi? Pour moi, pourquoi vous me dites ça? C'est normal que tout le monde nous parle? Non, monsieur, c'est pas normal. Pas en ville. Moi, je sais pas. Moi, je parle à tout le monde, puis tout le monde me parle, puis c'est comme ça. T'es mon frère, il a besoin d'un coup de main, il t'arrête, tu vas y aider. C'est comme ça en rural. C'est ça qu'on veut garder. C'est ça qui ramène le monde. C'est ça qui fait que le monde, ils veulent revenir ici. En même temps, ce que Simon ne dit pas, c'est que quand j'étais petit gars, puis longtemps après, parce que c'est pas... il vous dit pas ça dans le vide, là. Il vous dit pas ça parce qu'il est un entrepreneur dans l'âme ou dans le cœur. Simon Rozon, en fait, il est un entrepreneur. Simon Rozon, c'est un chef d'entreprise. Et puis, j'ose dire, à t'écouter, encore une fois, puis moi, on dit que je suis content d'entendre ça, que tu te démènes, que tu te déploies très judicieusement au sein de ta communauté, au nom de ta communauté, auprès des citoyens, comme si c'était tes collègues, comme si c'était les membres de ton équipe. Puis c'est tellement beau d'entendre ça. Au cours de la dernière année, je me souviens pas où c'était. Simon et moi faisaient partie d'une même table, puis il fallait se présenter. Puis Simon, il s'est présenté en tant qu'échevin. J'ai trouvé ça tellement cute. Puis je trouve que ça met tout ça dans un bel écran. Parce que l'échevin, c'est la façon traditionnelle de dire un conseiller municipal. OK? Traditionnel pour ne pas dire, tu sais, archaïque. Là. Ça fait des années qu'on n'emploie plus ce mot-là. Puis j'ai même pas ri. J'ai souri. Mais j'ai même pas ri parce que je voulais pas l'interrompre en rien. J'ai trouvé ça super cute. Puis Simon, il était sérieux, là. Il disait pas ça de façon dénigrante ou de façon, comme on dirait, cynique ou sarcastique. Pas du tout. Fait que Simon, il demeure ce qu'il a toujours été. Il n'est pas un conseiller municipal pour péter ses bretelles en vous le disant, même qu'il employait même pas le mot. Il disait échevin. Puis là, les plus jeunes autour de la table sont comme échevin. Il est quoi? Il est écuyer? Qu'est-ce que ça fait un échevin? Travailles-tu pour le curé? Exactement. On ne comprenait pas trop. Il faut que tu saches ce que ça veut dire. Je pensais que ça gosse à le bois, moi. Fait que c'est bon, tu vois, il a fait ça longtemps, mais c'est vraiment sans prétention quand tu rencontres Simon, là. Non. puis je pense que ça revient, puis on approche l'heure. Oui, déjà, ça passe vite. Hey, ça a été vite. Notre dernière partie, c'est les questions rapides. Les deux... faire la question avec nos budgets sans limite. Ou je vais la rajouter dans nos questions rapides qui sont pas très rapides d'après les 2 derniers podcasts. Fait que sentez-vous à l'aise de prendre le temps que vous voulez. On va essayer de faire ça avec là. Non, il n'y a pas y a pas de presse. Pour clore un peu, le podcast avant d'aller à la dernière partie, je pense que ça revient un peu à ce qu'on a parlé, à l'authenticité des gens de la région, puis aussi
à la rencontre de ces gens-là, puis des gens passionnés. Puis c'est comme ça qu'on va vendre la région, puis qu'on va continuer justement de cultiver Prescott Russell. Première question rapide. À qui? Tout le monde, on va tout y passer. On fait un tour de table. On vit dans le rêve. Pas de budget. Qu'est-ce que tu aimerais que cet immeuble devienne? Ici, l'hôtel? Ici, l'hôtel. On parle de l'hôtel. Qu'est-ce- Peu importe le budget. Peu importe le budget. Peu importe le budget. Wow. Ben moi, quand j'ai eu l'hôtel, j'ai commencé la rénovation dehors pour la ramener pareil comme elle était. Moi, j'aurais reconstruit le mur en dedans comme c'était. J'aurais fait des petites divisions. Puis en haut, j'aurais fait des chambres. Comme c'était dans les années 1900. Pour attirer le touriste. Puis pour aller chercher le touriste, j'aurais été me chercher un chef, là, un 5 étoiles, là, avec le manger, tu attires le monde. Hein? Plus c'est bon, meilleur que c'est. On allait au domaine des Galants. Ça prend une map pour aller là. C'est perdu dans le bois, dans la montagne de Rigaud. Il faut que tu appelles pour des réservations. Ils sont pleins à l'année. Fait que moi, j'ai dit, si je rebâtis ça comme c'était, puis les chambres en haut, au lieu des louer, je fais des petites salles à dîner dans chaque chambre, avec l'histoire de la chambre. Pourquoi est-ce qu'il y a un câble de 30 pieds de roulé après le mur, attaché après une grosse anneau? Dites-moi pourquoi. C'est parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'escalier de sauvetage. Fait que s'il y avait le feu prenait, il jetait le câble dehors, puis il descendait par le câble. Je pensais que c'était pour plugger le char électrique de Louis Riel. Pour attacher son cheval. Non, mais toutes des choses de même. Puis si j'ai un chef qui est capable d'aller chercher ce monde-là, ils vont venir manger. Hey, on va aller à l'hôtel à Sainte-Jeanne. C'est bon, c'est bon. C'est pareil comme dans le temps. Puis là, j'ai pas de budget. Là, puis Non. là, c'est le fun. Là. On chauffe encore au bois. Puis on fait tout là, comme à l'ancienne. Là. Un peu comme je travaille à Sucrerie de la Montagne depuis 30 ans. Puis on a gardé le patrimoine des années 40, 30, 40. Puis c'est encore pareil. Je fais le sirop d'érable avec un poêle, on chauffe au bois. C'est tout recueilli à la main. Il n'y a pas de tubulure dans le bois. C'est toutes des chaudières. Il y a 2500 chaudières que les gars vont ramasser l'eau d'érable à tous les jours. Puis moi, je bouille au bois, puis il y a du monde, puis on fait la tournée. À côté de moi, il y a la boulangerie avec un feu de bois. On a tout ramené comme dans ce temps-là. C'est plein de monde. Moi, je fais la même chose avec l'hôtel. Je devrais ramener du monde. Puis comme on dit, on peut pas faker ces sentiments-là. Non. Faut que tu les as dans toi, là. Absolument. Moi, veux-tu savoir ce que je ferais avec l'endroit? Non, on skip à Yannick. Ce que je ferais avec l'endroit, écoute, Simon, tu m'émeus énormément. J'aurais pas pensé à toutes ces salles-là divisées. La bouffe, c'est ultra important. Moi, ma réponse est relativement claire. J'en ferais une résidence d'artistes, particulièrement une résidence d'artistes littéraires et d'artistes de la scène. C'est-à-dire avec... Tu as un endroit superbe. L'acoustique est encore très, très belle ici. On aurait des shows de poésie, des shows de slam, des shows, bon, les arts de la scène. Ça implique aussi le théâtre, ça implique aussi l'art qu'est le chant, l'art qu'est la musique et ainsi de suite. Mais il y aurait des espaces de création aussi. Création, là, ex nihilo, là, pas des studios d'enregistrement. La création avant même l'enregistrement. OK? De là, bon, ça, on n'a pas de budget, là. Pas de budget. Right? On vit dans le rêve. Sky's the limit. OK. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un spa aussi? Qu'on ne construirait pas un spa attenant à ça? Pas juste parce que le spa est bien à la mode, mais parce que tu es en milieu très serein, loin de la frénésie des grands centres. Et le spa, ben, c'est le lieu de la sérénité, voire de la méditation rêvée. Wow. Ben, Pas de budget. Pas de budget. Mais c'est drôle que tu racontes quand on était en route pour venir, puis on est dans le milieu des champs, puis justement, on voit quasiment pas l'horizon, on voit pas... tu vois, tu te sens transporté dans une autre époque, dans un autre monde presque. C'est pas si loin de chez nous, mais c'est différent. Puis je pensais justement comment la sérénité, puis sans penser à la question-là en particulier, parce que moi, je prépare jamais mes réponses, comme on peut le voir par les autres podcasts. Mais
j'avais pensé, tu sais, je me disais, un lieu de même, ça serait le fun, une place de création, comme tu disais, une place pour t'isoler un peu, te sauver de le brouhaha de la ville, de la vie, de n'importe quoi. Puis où tu es avec des gens comme toi, tes pairs, dans tous les milieux. Puis ça serait vraiment cool. J'aime beaucoup l'idée de créer ensemble. Ça permettrait de ensuite showcaser. Tu sais, il y a l'espace pour faire une petite scène. Il y a l'espace pour inviter des gens. Donc les gens, à la fin de leur résidence, peuvent showcaser le produit. Tu pourrais avoir la communion des arts. Tu sais, mettons, Absolument. Yannick dans son art, Eric dans son art, on pourrait travailler un projet commun. Absolument. Exactement. Oui, oui. Puis ça pourrait être n'importe quoi, de la musique classique à une comédie musicale, à un band avec. Hey, c'est vrai, à de l'exercice physique, même. D'abord que c'est pas Eric qui est en train de l'utiliser. Ben, ça, c'est de l'art en soi. Mais ouais, non, je pense que, évidemment, de mon côté, ça serait artistique, ça serait performance, puis je pense que ça serait une idée de génie. Ça serait Je vais la fantastique. voler, puis je vais dire que c'est la mienne. Pour ma part, pas de budget. Je ferais un Walmart. Non, non. On part une Non, tonne de non. coloc, là, dans ma petite... Non, mais je pense que vos idées sont excellentes. On va procéder à la prochaine question. On va couper ce moment-là en post-prod s'il y en a quel temps. Non. J'ai une journée encore au Capra que j'aurai pas le temps. Donc, Eric, si on a des poursuites de Walmart, c'est pas de ma faute. Deuxième question. Vu qu'on est dans un bar, on va en profiter. T'as une bière à prendre avec n'importe... Ben, pas une bière. T'as un drink à prendre avec n'importe qui dans l'histoire, mort ou vivant, artiste, personne hystérique, peu importe. C'est qui, puis c'est quel drink? Oui, toute une question. J'avais dit mon frère tout de suite, mais j'ai été 60 ans avec mon frère. J'aimerais ça passer 60 secondes avec Louis Riel. Puis prendre avec une bière. Dans le temps, c'était de la bière, qu'on peut dire microbrasserie. Et les bières, il n'en existait pas gros. C'était surtout peut-être des alcools. Mais avec un personnage de même, là, pour savoir c'était quoi son rêve, lui. Mais mon frère, peut-être avec moi aussi, là. Oh, On pourrait être les deux. une bonne bière avec ton frère, Une puis bonne Louis. bière avec mon frère puis Louis Riel. Ça, mon homme. C'est une conversation. Ouais. Je pas peur si vous m'écoutez, ça vous choque tout de même. Je dis pas votre nom, mais c'est un rêve, là. Les microbrasseries produisent maintenant des macro-bières. À l'époque, c'est des macrobrasseries qui produisaient des micro-bières. Dans mon cas, ça serait, certainement pas une bière parce que j'ai beaucoup de misère à digérer maintenant. Là. J'en ai bu pas mal à l'époque. Ça serait sûrement un gin et club soda en fait de drink, OK? Il y a beaucoup de mes contemporains, beaucoup d'artistes littéraires, d'artistes de la scène aussi, que j'ai la chance de côtoyer. Donc, je ne veux pas les nommer parce qu'en nommer un, ce serait exclure les autres. Donc, je les nommerai même pas. Ces gens-là se connaissent, je les aime beaucoup. Je peux dire la même chose de mes parents. Et puis, quelque part, je sais que je les tiens pour acquis en disant ça. Puis les grands-parents, les oncles, les tantes, donc les gens qui me sont proches, les chums, les amis de filles, les amis de gars. Mon petit, qui n'a pas l'âge de boire, évidemment, on me demande un drink. Je veux pas paraître pédant non plus. Fait que je veux pas arrêter mon choix sur Jean-Paul Sartre, qui est peut-être encore aujourd'hui mon écrivain non-poète préféré. J'ai lu tout ce qu'il a fait. J'en relis encore beaucoup de passages fréquemment pour le travail, mais aussi pour le rappel à la connaissance. Écoute, je vais être obligé de te dire, là, on va passer à quelqu'un qui malheureusement est passé à l'histoire, c'est-à-dire qui est décédé. Quelqu'un qui est canadien, puis quelqu'un qui est de l'autre solitude, donc qui est un anglophone qui nous a quittés trop tôt, puis je vais te dire que j'inviterais Dredd ici, puis je suis sûr qu'il viendrait, puis c'est ça mon lien avec Saint-Eugène, c'est quelqu'un qui était reconnu pour ne pas avoir peur de faire les hôtels de milieux ruraux puis les plus petits centres,
Puis j'inviterais Gord Downey du groupe The Tragically Hip. Maudit que j'aimerais ça l'écouter. Puis moi, je me satisferais pas de 60 minutes. Moi, ça serait la soirée entière. Puis je vous jure que je dirais pas grand-chose. Ça serait plus qu'un J'écouterais. drink dans ce cas-là. Ça peut être un gin soda, puis ça peut être de l'eau par la suite. Je suivrais Gord. Wow. Moi, OK. J'ai été chanceux. Moi, j'ai pu en partager quelques-uns parce qu'il a reposé la question à chaque semaine qu'on a fait le podcast. Mais là, c'est... On n'est pas très créatifs dans nos questions. Mais non, mais c'est le fun de pouvoir... Tout le monde a des réponses différentes. Puis à chaque fois, moi, j'avais une réponse différente aussi. Puis là, j'ai plus les cheveux à Robert Charlebois, donc je dirais pas Charlebois. Ouais. Je l'ai dit déjà. Si on parle de personnalité canadienne, parce qu'on dirait que c'est un thème qui revient, je vais choisir Léopold Simoneau, qui était un ténor canadien qui a eu quand même une grande carrière en chant classique au Canada. Il a été lui-même pédagogue. Il a parti des initiatives pour aider les jeunes artistes, des Young Artist Program, et ainsi de suite, des programmes de jeunes artistes. Ouais, donc j'aimerais bien discuter avec lui. Je prendrais peut-être une bière, un thé, peut-être un vin. Avec un vin, on dirait que ça se prête bien à la musique classique. Puis, si je peux en rajouter, parce qu'on parle aussi de terroir, puis on parle de région, puis moi, ça m'a beaucoup touché. La conversation aujourd'hui, merci. Merci pour aujourd'hui, c'était vraiment cool. Moi-même, évidemment, j'habite maintenant à Rockland, mes parents. Je suis du nord de l'Ontario. Puis je voudrais prendre une bière, probablement une Labatt 50, une bière du genre avec mes deux grands-pères. Je porte leur nom aux deux, puis je suis vraiment chanceux pour ça. Je les ai jamais rencontrés. Puis j'aimerais ça jaser avec eux autres, apprendre leur réalité. Puis, ouais. Entendre leurs histoires. Bon, mais je pense que c'est fantastique. Je voudrais vous remercier de votre temps, messieurs. Je pense qu'on a eu des très bonnes conversations. On va continuer à faire avancer les choses. C'est en jasant, justement, des vraies choses, puis de la région, qu'on va raconter nos histoires, comme qu'on a parlé, qu'on va faire avancer les choses dans la région, sans jamais oublier qu'est-ce qui est venu avant nous autres non plus. Éric? Il faut pas oublier qu'une région, ça se définit par l'entremise de sa situation géographique. Ça se définit par l'entremise de sa situation politique, de sa situation entrepreneuriale / économique, donc dans le développement de la chose. Mais une région, ça se sent de par la vibration de ses créateurs, qu'ils soient des artistes, qu'ils soient des athlètes. Donc, qu'ils soient issus du monde du divertissement ou qu'ils soient issus du monde d'une réalité quotidienne, si ces gens-là ne vibrent pas, et encore pire, si on ne capte pas la vibration puis la pulsation de ces gens-là, on passe à côté de la véritable définition d'une région. Et tant qu'on aura les artistes, les athlètes, les représentants politiques qui continueront de nous motiver, de nous stimuler puis de nous inspirer de par la fierté qu'ils consacrent et que nous consacrons à chacune des secondes de ce que l'on fait, ben je pense qu'à ce moment-là, la région, elle est en de bonnes mains. Et elle va être attrayante et elle sera séduisante. Je pourrais pas dire mieux. Encore une fois, merci de votre temps. J'aimerais ça que, justement, prendre une seconde pour justement, vous remercier, puis aussi inviter les gens qui nous écoutent de suivre le progrès de tous les projets, justement, de Simon, puis de Hawkesbury S, de suivre notre auteur de la région aussi, un des auteurs de la région, poète Éric Charlebois. Suivez sa carrière, allez vous procurer un de ses livres, lisez un petit peu l'histoire de la région, puis de nous suivre nous aussi au Conseil des arts de Prescott Russell au caprac.ca. Il faut remercier aussi, pardon, avant que tu fasses ta plug finale, il faut remercier aussi la taverne, puis le propriétaire qui nous a ouvert les portes. OK, pardon, il était pour le faire, mais j'ai juste peur que tu le fasses pas, donc je vais te laisser le faire. Non, oui. Je voulais juste rajouter, suite à ce qu'Éric vient de nous dire, si tu ne sais pas d'où ce que c'est que tu deviens, tu ne sais pas où ce que tu t'en vas. Fantastique. On n'aurait pas Ça, pu... là,
On peut pas dire mieux. C'est ça la campagne, c'est ça le monde, c'est ça tout, là. Puis moi, ben, je tiens fort à ça. Merci, ça m'a fait plaisir. Ben, merci à vous. On rasseye la plug finale, Yannick. Vas-y, je te laisse. Merci au proprio, justement, de l'hôtel Saint-Eugène. Vous pouvez suivre le podcast au caprac.ca, capracgallery.ca si vous voulez vous procurer de l'art original des artistes de la région. Et puis, suivez-nous on est sur Facebook, Instagram, puis YouTube aussi, puis toutes les autres plateformes si vous pouvez vous procurer un podcast. Donc, merci. Puis, Merci à vous. Yannick, Jocelyn, merci énormément. Merci au Caprac aussi pour l'initiative. Merci au Caprac pour vous avoir permis de vous débrider un peu comme ça. Ma foi, vous avez des bons patrons. Comme on dit en bon français, it's a wrap.